Bonjour, aujourd'hui je vais parler des couleurs. C'est un sujet immense, un sujet qui laisse toujours perplexe. Alors bien sûr, tout au long de l'histoire, il y a des gens, des scientifiques, des physiciens, des philosophes comme Goethe, ont cherché, beaucoup de penseurs ont évalué, ont étudié la couleur. Alors, j'ai lu un petit peu la plupart d'articles ou de livres à ce sujet, et en fait, je suis resté sur ma faim. Pourquoi? Parce qu'après, on va dire, une cinquantaine d'années de pratique de la peinture, je me suis rendu compte que la couleur était un mystère qui est beaucoup plus profond que toutes les explications que pourrait nous donner notre petite tête. En fait, là, je donne un avis personnel. Je ne veux pas faire une théorie générale parce que ça existe, hein, le cercle chromatique et blablabla, et blablabla, et blablabla. Alors, je ne dis pas que tout ça, c'est pas intéressant. Moi, je pense que le cercle chromatique est intéressant. Je pense que des tas de théories sont intéressantes, mais elles ne font qu'aborder des petits aspects. Vous savez, c'est l'histoire de l'éléphant. Quand il y a un éléphant dans le noir, 3 personnes vont s'approcher, il y en a un qui va toucher l'oreille, il va dire « Ah, l'éléphant, c'est comme ça », l'autre qui va toucher la trompe, il va dire « Ah, l'éléphant, c'est un grand tuyau », l'autre va toucher le flanc, il va dire « Ah, c'est une énorme masse », etc. Et en fait, les 3 ont raison, et je crois que toutes les théories sur la couleur sont un petit peu de cette nature, c'est-à-dire ne décrivent qu'un tout petit aspect très 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 insuffisant. Voilà pourquoi je vais me permettre de faire une petite réflexion à partir de mon ressenti. Essayons d'être comme les bébés qui voient pour la première fois des couleurs et oublions toutes les représentations que l'on peut s'en faire. Donc il faut oublier les théories et regarder tout ça. Et n'oublions pas une chose, revenons toujours à ce point principal, c'est que tout ce que nous percevons passe par nos yeux. Ce sont des vibrations et ça passe par le nerf optique, et c'est le cerveau qui reconstitue l'image, qui reconstitue les couleurs, qui reconstitue les formes, etc. Restons sur les couleurs, donc toutes les couleurs sont réinventées quelque part au fond de nous-mêmes, à partir d'un flux qui vient de l'extérieur. Ça, c'est à peu près évident pour tout le monde, je pense. Les couleurs sont très difficiles à aborder. Pourquoi? Parce qu'elles touchent directement notre sensibilité. Nous avons tous des attachements à certaines couleurs et des aversions pour d'autres couleurs. Et ça peut s'inverser chez la personne voisine. Donc, d'emblée, il y a une implication émotionnelle très forte. Rien que pour ça, on ne peut pas être vraiment objectif. Donc, le monde de la couleur est un monde qui n'est pas objectif. Ensuite, c'est un monde qui est difficile à percevoir. Par exemple, essayez de faire un exercice. Vous regardez une couleur, vous essayez de la mémoriser. Vous fermez les yeux, et après vous essayez de la réinventer. Par exemple, en cherchant dans des boîtes de pastels, ou des couleurs déjà toutes faites, ou sur des fichiers de couleurs. Eh bien, vous aurez beaucoup de mal. C'est très difficile de mémoriser parce que ça passe pas facilement par l'analyse. L'ombre et la lumière, on peut la doser. On peut dire blanc c'est noir, blanc c'est 0, et noir c'est 10. Et donc, on peut évaluer des grilles en disant un gris très clair, ce sera 1, 2, 3. On peut faire des échelles comme ça. Pour les couleurs, c'est très difficile. C'est un peu possible, mais très difficile. Pourquoi? Parce que ça touche directement notre âme, j'ai envie de dire. Je me permets le mot âme, dans le sens, c'est une conscience de perception globale, et quelque chose est touché directement. C'est un lien mystérieux qui nous relie au monde. Voilà pourquoi c'est très difficile. Il y a un autre élément intéressant, c'est, avez-vous déjà remarqué que certaines couleurs, qui sont presque identiques, vont être perçues, une très belle par exemple, et l'autre très laide. Il y a aussi un phénomène bizarre, c'est-à-dire que chaque couleur n'existe pas seulement sur l'impression qu'elle donne, mais sur les ingrédients qui la composent. Ainsi, certaines couleurs vont être ressenties comme très belles,
Et on va analyser, par exemple, là, le physicien, pour le coup, va analyser, va voir une certaine structure des différentes vibrations de la couleur. Et la même couleur, ou presque visuellement, va paraître laide avec une structure complètement différente. Donc, est-ce que la construction de la couleur n'est pas plus importante que l'effet qu'elle donne à notre regard? Parce que cette construction, on va la percevoir aussi. Je parlais de flou tout de suite. Donc, il y a plein d'aspects. Je ne prétends pas donner de solution. Je pose les questions actuellement. Il y a aussi un autre aspect très important. C'est le problème, là on rentre déjà un peu dans le problème du peintre, comment percevoir en même temps les couleurs et les valeurs de gris. Ça, c'est quelque chose de très compliqué. Ainsi, si vous avez par exemple un jaune très vif, sur l'échelle des valeurs de gris, vous prenez un jaune très vif, il est quasiment blanc. Il a une valeur, dans mon échelonnage de gris, presque très très proche, c'est un gris très 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 clair. Donc le jaune le plus vif est presque blanc. Inversement, le mauve le plus vif va paraître presque noir si on le prend en valeur de gris, c'est-à-dire avec une photographie noir et blanc. Tout ça, je l'expliquerai techniquement après, mais je ne veux pas noyer. Je reste dans la réflexion pour l'instant. Et je ferai d'autres vidéos parce que ça réclame beaucoup de déclinaisons pour comprendre la couleur. Donc en fait, nous sommes face à un monde très complexe, très difficile d'apport et qui est très mystérieux, qui ne peut pas s'expliquer par la tête et qui a une action surpuissante dans nos émotions. Alors, il y a dans l'histoire de l'art, prenons un petit peu l'histoire de l'art, il y a toute la peinture classique peint essentiellement avec des valeurs de gris. La couleur n'était rajoutée, même dans la logique du glacis, que sur un dessin correct, mis avec des valeurs correctes, le fameux Verdaccio qui permettait d'échelonner tout un ensemble de valeurs de gris, sur lesquelles on mettait des couleurs transparentes, le fameux glacis. Et les couleurs rouges, par exemple, les plus vives, étaient faites avec des glacis de couleurs transparentes. Des fois, c'était par contrat mis avec du rubis pilé, par exemple. Je sais qu'il y a des contrats qui existent dans ce sens à la Renaissance. Mais en fait, c'était dessin, valeur, couleur. Ensuite, il y a eu des variations. Les impressionnistes ont commencé à peindre la couleur directement. Et ont impliqué des variations, des styles, avec des variations très particulières. Par exemple, dans l'ombre, ils se sont rendus compte qu'il y a du bleu, etc. Mais je ne veux pas décliner tout ça. Ce serait l'objet d'une autre vidéo. Simplement, je vais simplement parler d'une vague de couleurs. Bon, la peinture abstraite et la couleur... la peinture abstraite et la peinture fauviste, par exemple, ont utilisé la couleur directement. Et donc, dans ce cas-là, ils ont fait exploser la lumière. Parce que la lumière, on voit bien avec une photo noir et blanc, va naître de la justesse des tons de valeur, de gris. Et donc, à partir du moment où on utilise la couleur de manière brute, ça donne un autre langage, un autre alphabet, mais la lumière disparaît, avec d'autres avantages liés à la couleur directement. Voilà, c'était une petite allusion. Alors maintenant, comment on s'en sort avec tout ça ? Alors, plutôt que de vouloir faire de la philosophie ou des explications, partir de la technique, de la physique, etc., je voudrais vous proposer une vision qui me semble pertinente. À vous de me le dire après si ça vous sert. En fait, pour moi, les couleurs, dans un tableau, là, on arrive dans le domaine peinture, couleur dans un tableau, dans un pastel. Eh bien, la couleur, je l'aperçois comme un personnage. Chaque couleur est comme une personnalité. Un être humain, ça peut être dans la rue, dans une réunion, etc. Et donc, il faut personnaliser pour moi les couleurs. Ainsi, qu'est-ce qui se passe? On peut mieux voir sur son tableau à quoi correspondrait, si chaque couleur était un personnage, quel genre de relation ces personnages pourraient avoir. Par exemple, dans une foule, on ne peut tirer quasiment aucune information parce qu'il y a tout, en fait. Toutes les couleurs, donc toutes les couleurs, c'est pas de couleur. En revanche,
Si on prend les couleurs, je les ai ordonnées de 3 manières. La première manière, c'est ce que j'appelle la réunion de golfeurs. La deuxième, c'est les gammes de couleurs correspondant à une réunion comme un mariage. Et la troisième gamme, c'est ce que j'appelle le marché dans le midi. En fait, la première gamme, donc, c'est la gamme camailleux, c'est-à-dire c'est la gamme golfeur. La première gamme, c'est la gamme golfeur. Ça veut dire qu'il y a dans une salle une vingtaine de golfeurs. De quoi parle-t-il? De golf, de balles de golf, de swing, de leur score, etc. En fait, la conversation, probablement, va se tourner essentiellement sur le golf, les performances, etc. Et en fait, cette unité autour du golf va créer une unité dans la réunion. Ainsi, il va y avoir une espèce de coloration unique de la réunion. Bien sûr, il peut y avoir d'autres conversations, évidemment, mais c'est dans mon exemple que je dis ça. Eh bien, ça correspond typiquement à ce que j'appelle la gamme camailleux, c'est-à-dire, dans le cas du golf, on va prendre le vert, c'est donc une couleur déclinée des fois plus vive. Par exemple, un vert peut être plus vif, il peut être plus jaune, il peut être plus vif ou plus doux, avec cassé, avec du blanc, avec du gris. Il peut être un peu plus jaune, un peu plus bleu, un peu plus neutre, et il peut être plus foncé, associé avec du noir par exemple, ou des couleurs qui vont le foncer. Mais l'ensemble des couleurs de vert, en fait, vont s'harmoniser. C'est ce qu'on appelle le camailleux, étendu, on va dire. Camailleux, c'est pas tout à fait ça. Mais bon, la gamme de vert déclinée dans les couleurs les plus vives, les plus foncés, les plus clairs. Et donc, l'ensemble de ces verts, mélangez-les, donc vont créer une unité qui fait que si vous faites un tableau avec ça, c'est-à-dire que des verts sous toutes les formes, eh bien, vous aurez forcément une harmonie. Mais une harmonie qui sera peut-être excessive. Ça veut dire que ça manquera un peu d'expression. Mais ça peut être très très utile dans certains cas parce que ça permet notamment assez facilement de gérer le problème des valeurs de gris, c'est-à-dire un vert très clair va se rapprocher du blanc, un vert très foncé du noir, et on va pouvoir faire un jeu assez facile entre dessin, valeur, couleur, qu'on va voir un petit peu après. Ensuite, il y a donc on peut dire simplement, cette gamme est un petit peu neutre, un petit peu trop mono quelque chose, donc, mais elle peut être très intéressante et aussi très harmonieuse. Il y a une autre gamme, c'est ce que j'appelle la gamme mariage. Vous savez, vous avez deux familles dans un mariage. Une, la famille, on va dire, verte, et la famille jaune, ou orangée, allez. Eh bien, comment dire, ce que je pourrais dire, c'est une double gamme golfeur. C'est-à-dire que il y a en même temps dans la famille verte, je vais changer, je vais dire famille bleue. La famille bleue, bleu clair, bleu gris, bleu léger, bleu chaud, bleu froid, bleu très foncé, etc. Il y a une gamme très importante. Et il y a la gamme orangée, elle-même qui peut être orangé très doux, un peu saumoné, un petit peu couleur pêche, abricot, couleur très très claire, couleur plus vive, couleur, etc. Donc il y a une double gamme, c'est comme s'il y avait dans un mariage deux familles différentes, mais qui suivent respectivement la même logique. Il y a des gens discrets, il y a des gens qui font, surtout quand ils ont bu, des grands coups de gueule. Dans ce cas, ce serait un bleu vif ou un orange vif, dans mon exemple. Il y a plein de gens discrets. La grand-mère, ce serait peut-être un bleu très foncé, un petit peu gris. Pareil pour la grand-mère, orange, etc. Le bébé, ça va être un couleur orangé très très discret, ou un bleu très très doux, etc. Eh bien, vous verrez que si on se consonne à l'ensemble des gammes de bleu et l'ensemble des gammes d'orange, eh ben on arrivera à des très belles harmonies. L'avantage, c'est que là, il va y avoir une rupture, il va y avoir un potentiel très grand d'interaction entre les bleus et les orangés. Et donc, quand on mélange des bleus, dans ce cas-là, c'est bleu et orange, c'est des couleurs complémentaires, donc ça va donner un peu des gris intermédiaires. Et en fait, souvent, dans ces cas-là, eh bien, chaque famille va tempérer un petit peu sa nature bleue ou sa nature orange, et il va y avoir peut-être des gris qui vont se faire entre les deux.
Et donc, il va y avoir une espèce d'intégration, peut-être, bien sûr, il y a la phase de discrétion, les gens vont être un peu plus mesurés, etc. Peut-être qu'en fin de soirée, quand tout le monde a un peu trop picolé, ben, ma foi, ça va être le cirque. Mais ça va exploser, il va y avoir donc d'ailleurs, il va y avoir des mariages, je sais qu'il y a beaucoup de mariages dans les mariages. Enfin bref, de rencontres. Eh bien, c'est un petit peu pareil, il va y avoir des rencontres entre les couleurs qui vont donner des effets explosifs, qui vont permettre une expression beaucoup plus grande. Voilà, ça c'est la gamme mariage. Alors, ce qui est amusant, c'est que dans la gamme mariage, il peut y avoir aussi un autre élément qui s'ajoute, c'est les copains du marié, les copains. Donc, c'est des dissonances. Il va y avoir des dissonances. Un petit peu, d'ailleurs, dans la gamme golfeur dont je parlais tout à l'heure, il peut y avoir des gens qui viennent quand même de l'extérieur et puis qui vont parler d'autres choses, qui vont s'amuser, ou des gamins qui n'ont rien à voir avec le golf et qui vont, c'est ce qu'on appelle les dissonances, les fameuses dissonances. Mais j'en parlerai une autre fois parce que ce sera, je préfère l'aborder de manière un petit peu poético-philosophique plutôt que de vouloir expliquer. Je veux pas que ça passe par la tête, mais par le ressenti. Est-ce que ce que je dis vous parle? C'est ce qui est important. Voilà, puis j'aimerais bien le partager avec vous, bien sûr. Ensuite, il y a une troisième sorte de réunion. C'est ce que j'appelle la gamme marcher dans le midi. Vous savez, dans le midi, il y a plein de gens qui crient. Le matin, il y a le soleil, il y a les légumes, il y a les parasols de toutes les couleurs, il y a une espèce de bouillonnement. Toutes les couleurs sont là, en même temps. Et finalement, elles créent une harmonie pour une autre raison, c'est qu'elles s'équilibrent dans leur puissance. Elles se répartissent, bien sûr, dans des vagues, dans des zones de gris. Parmi des zones, il y a la camionnette au fond qui est grise, il y a des zones peu éclairées, etc. Mais malgré tout, dans un monde quand même qui est relativement neutre quand même, la route, la couleur de la route, le ciel n'est pas forcément bleu vif, etc. Il va y avoir des zones dégagées, il va y avoir des éclats de couleurs. Eh bien, ces éclats de couleurs vont s'équilibrer dans leur puissance. C'est ce que j'appelle la gamme, donc, marché du midi, mais qu'on appelle aussi la gamme contraste de la couleur en soi. C'est un peu les gammes qu'utilisent les enfants, par exemple. Quand ils font leur dessin, ils mettent beaucoup de couleurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que chacune de ces gammes a des propriétés très intéressantes. La gamme golfeur, j'en ai un petit peu parlé. Donc, il est bon, quand vous utilisez la gamme golfeur, d'ajouter peut-être des blancs et des gris et peut-être un petit peu de gris de peine ou même une petite pointe de noir pour tonifier, augmenter les contrastes à l'intérieur de cette gamme. Ensuite, mettre un petit peu de dissonance, j'en ai parlé tout de suite. Si vous utilisez la gamme mariage, donc avec la double gamme, eh bien, je conseille de mettre un peu de gris. Évidemment, le gris va créer des pôles intermédiaires. Et les gris faits, bien sûr, par le mélange des deux couleurs, des deux familles dont je parlais tout à l'heure, donc dans le cas là, bleu et orangé. Donc ça va créer en même temps un lien et une neutralité qui va permettre un tampon, une circulation de l'énergie et de la couleur. Il y a donc la fameuse dissonance aussi, les cousins ou les copains des cousins, voilà, qui arrivent, mais un petit peu. S'il y en a trop, vous savez, s'il y a trop de gens qui viennent de l'extérieur du mariage, c'est la pagaille. On n'est plus dans un mariage. S'il y a trop de dissonance dans la gamme golfeur, il n'y a plus de réunion de golfeurs aussi. Donc c'est un problème d'équilibre. Ensuite, il y a donc la fameuse gamme midi, marché dans le midi. Eh bien, dans cette gamme, il est important, à mon avis, qu'il y ait des zones tampons. Un peu de blanc, vous ajoutez du blanc, du gris aussi avec des mélanges, et des noirs. Et l'ensemble de toutes ces gammes vont trouver particulièrement leur équilibre grâce au dessin. En fait, le dessin autour du sujet, etc. Mais ça, c'est un autre élément, hein, on est d'accord, mais le dessin, n'oubliez pas, c'est lui qui est l'arbitre de tous les espaces dans lesquels chacune de ces couleurs va trouver sa place. C'est pour ça que le dessin est si fondamental. Voilà. Donc, voilà comment je présenterai. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Je ne voudrais pas que celle-ci soit trop longue. Voilà. Donc,
En résumé, les couleurs sont un monde absolument incroyable, mystérieux, et je préfère l'aborder avec mon ressenti, mon âme, plutôt qu'avec mes conditionnements, mes certitudes intellectuelles. Bien sûr, celles-ci sont très importantes pour accompagner ce ressenti, pour lui donner forme, et notamment sous la forme, la science de la peinture, c'est le dessin, l'organisation des espaces. Voilà, donc voilà, c'est plutôt une proposition d'analyse et de réflexion. Et derrière, je ferai d'autres vidéos, notamment sur comment créer les couleurs, comment aller les chercher, comment les fabriquer, comment les sélectionner pour éviter les grosses erreurs. Il y a beaucoup de confusion dans la technique de réalisation des couleurs. Et là, je ferai une présentation beaucoup plus technique sur la palette pour la peinture et sur le choix des couleurs de pastel pour éviter les erreurs. Et quand on fait ça, eh bien, je prétends qu'il y a énormément, vous savez qu'une chose compliquée n'est qu'une somme de choses simples, eh bien, au niveau particulièrement dans la couleur, il faut faire comme ça, sinon nous sommes perdus. La couleur est une source incroyable de cacophonie si on ne fait pas une certaine démarche d'intériorisation. Et n'oubliez pas, quand vous peignez aussi avec votre âme. Et donc, quand les couleurs parlent à votre âme, eh bien, elles vont s'imprimer naturellement. Si en plus vous avez un peu de technique, comme dirait Descartes, comment dire, dans l'enlevant, ce qui se conçoit clairement s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. On peut dire la même chose pour les couleurs. Ce que l'on ressent clairement s'exprime clairement, et les gestes, notamment dans la couleur, viennent aisément dans le choix sur la palette. Voilà pour aujourd'hui.